Leipzig est une charmante ville de Saxe, la deuxième plus grosse ville d'Allemagne de l'Est après Berlin, notamment connue pour son milieu alternatif encore plus cool que celui de la capitale, entendez par là ces hordes d'étudiants venus d'Allemagne de l'Ouest pour gentrifier le centre-ville, sa haute densité de nasillons de l'AfD tout en dehors de ce dernier, ou encore pour son monument colossalement moche à la gloire de la défaite de Napoléon. Mais avant tout ça, Leipzig est surtout célèbre pour abriter le club de foot le plus détesté d'Europe, le RBL, les Red Bull Leipzig. Le RBL a une réputation particulière en Allemagne, et dans le monde du football européen en général. Ce serait en effet un club en plastique, un faux club. Et au sens littéral, je sais que les supporters ont toujours tendance à charrier les clubs concurrents, mais non, là, ils le pensent réellement. Le RBL a la couleur, l'odeur, les scores d'un vrai club, mais il ne serait en réalité qu'un simulacre. Une machine marketing sans vie créée de toutes pièces par Red Bull. Un club zombie sorti du néant pour vendre des canettes de boissons énergisantes. Les Red Bull Leipzig semblent vraiment avoir été générés ex nihilo, partant du tout bas de l'échelle en 2009 à leur création, pour arriver sur le podium de la Bundesliga 10 ans plus tard, gagnant ainsi accès à la Champions League. Si vous n'avez pas compris ce que ça représente, c'est que comme moi vous ne connaissez rien au foot, mais en gros ça veut dire qu'ils sont passés d'Iron 5 à Challenger en une saison. Vu que justement j'y connais pas grand chose en football, genre je sais même pas ce que c'est un coup franc, enfin je vois mais je sais pas comment ça siffle, enfin bref, j'ai invité une vraie connaisseuse, Aléa, à participer à cette vidéo, donc merci Aléa. Ça a commencé ? On est à l'antenne depuis 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, j'y connais rien, mais on a quand même bien travaillé le sujet, vous allez apprendre des trucs marrants. Pour comprendre à quel point ce club est détesté, il va falloir illustrer. On parle de comportements qui vont bien au-delà du boycott pur et simple. Le club, qu'on qualifie désormais de troisième puissance du football allemand, après Dortmund et le Bayern, a généré tant de haine, dès le début de son ascension, que les joueurs étaient obligés de se déplacer sous escorte policière permanente, ne prenant même pas leur douche dans les vestiaires après les matchs, pour fuir aussi vite que possible et repartir tels des fugitifs puants la sueur vers leur bunker de Leipzig. Lors de leur première venue à Dortmund en 2017, ils se sont carrément fait lapider avec des vraies pierres quoi. Même les familles, les femmes et les enfants venus supporter le club ont été pris pour cible. Les mecs, ils ont jeté des pavés sur des enfants. À la violence physique s'ajoutent évidemment les banderoles dans les stades, qui traitent les supporters du RBL de nazis et comparent Mateschitz, le patron de Red Bull, à Adolf Hitler. Ou encore les différents chants anti-RBL qui appellent à, début de citation, Ungeziefer Plastik, du bist ein Virus. Diese Ratten muss man füttern mit Rodentizid. Unsere Tradition ist euer Gift. Dortmund wird für diesen Rattenplage zum Kammerjäger. En général, quand le gentil Hans commence à parler d'exterminer la vermine et les rats, je hausse un sourcil. Ce son de rap, qui tape quand même 2 millions de vues sur YouTube, ce qui n'est pas anecdotique pour un chant de supporter, il dit pas vraiment que ça, et on y reviendra. Ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, c'est de comprendre l'origine de cette haine, le crime, le péché originel, celui qui a été commis par la méga corporation Red Bull, c'est-à-dire de vouloir répliquer, de créer une copie parfaite d'une institution culturelle, le club de foot, dans un pays où le ballon rond est religion, pour le transformer en un pur instrument de marketing. Alors pour enquêter sur les racines du mal, sur le spectre de ce simulacre capitaliste, je suis allé sur le terrain, et j'ai assisté à un match à domicile. Sur place, j'ai pu découvrir entre autres une mascotte humaine qui donnera peut-être quelques érections au modérateur Discord de la communauté, mais plongera plus probablement le reste de l'humanité dans une terreur sourde. J'ai aussi pu apprécier le bar, où en plus du traditionnel bière bretzel, on sert du Red Bull à la tireuse. Ouais, c'était dimanche matin, le petit cocktail m'a bien requinqué. Mais surtout, j'ai constaté l'insupportable absence d'ambiance dans les tribunes. D'un côté, les supporters de l'adversaire, l'Eintracht Frankfurt, qui s'étaient tapés les 4 heures de route pour envoyer un volume sonore respectable, et de l'autre, des tribunes certes pleines, mais d'un calme remarquable. Alors voilà, je savais tout ça, j'y allais en l'espérant cette absence d'ambiance, parce que j'avais mon sujet à écrire. Et pourtant, j'ai aussi observé quelque chose d'inattendu. J'ai passé un très bon moment. Et j'ai alors été obligé de reprendre mon script et de me poser une autre question. Et si le faux football était finalement mieux que le vrai football? Je suis Alcide et vous regardez Sortie d'usine. Dans cet épisode en compagnie d'Aléa, on va détricoter l'histoire des Red Bull Leipzig et répondre à la question qu'on ne voulait pas se poser. Et si l'existence fausse et aseptisée proposée par le capitalisme était finalement plus vivable que le vrai monde? Pour la présenter rapidement, Red Bull est une entreprise principalement connue pour la commercialisation de la boisson du même nom, le Red Bull. Cette boisson énergisante a été adaptée pour le marché occidental à partir d'une décoction thaïlandaise par l'Autrichien Dietrich Mateschitz. Ce dernier, alors commercial pour une boîte de dentifrice, pourquoi pas, découvre lors d'un voyage d'affaires en Asie le Krating Dang,
une boisson sucrée enrichie en caféine, vitamine B et en taurine. Son créateur, Chaelo Yuvidya, possède une entreprise de produits pharmaceutiques, et plus particulièrement d'antibiotiques, ce qui explique que la boisson soit alors vendue dans des petites bouteilles marron pour protéger de la lumière, qui font penser à des bouteilles de médicaments. Le logo, quant à lui, représente déjà deux bœufs rouges thaïlandais, des gaor, chargeant l'un vers l'autre. Ce logo est alors déjà pensé pour un marketing ciblé. Le produit est commercialisé comme un énergisant ciblant les populations rurales de Thaïlande, un médicament censé leur donner l'énergie nécessaire pour finir leur journée à labourer les terres, un peu comme les infatigables gaor des campagnes. Le logo rappelle par ailleurs celui des Red Gaor, c'est-à-dire exactement le même nom en thaïlandais, Krating Daeng, une milice paramilitaire d'extrême droite royaliste très populaire dans les campagnes thaïlandaises dans les années 70 et financée évidemment par les États-Unis pour limiter les avancées socialistes dans la région. Aucun lien n'a été avéré entre les deux, mais le Krating Daeng ayant été créé en 1975 à destination des classes populaires rurales, la paternité du logo comme du nom peuvent facilement se voir comme un plan marketing de parasitisme de marque. Voilà, sachant que la milice s'est rendue par la suite coupable d'assassinats politiques, a pris part à des massacres et à des exécutions sommaires, ça pose l'ambiance, l'énergie Red Bull. La milice Krating Daeng prenant finalement part au massacre de l'université de Thammasat en 1976, durant lequel 46 étudiants manifestant pacifiquement seront assassinés, notre CEO Chaelo Yuvidya fait évoluer la formule marketing et commence à sponsoriser des matchs de boxe thaï pour continuer à développer l'image d'une boisson pleine d'énergie, avec une communication qui rappelle la violence, la compétition, les corps qui s'entrechoquent, et ainsi toucher les classes laborieuses. Le succès commercial est réel, et la boisson se répand cette fois dans les villes, en particulier chez les routiers et ouvriers, notoirement amateurs de boxe thaï, qui tirent un avantage direct de la forte teneur en caféine et en sucre pour chasser la fatigue et ainsi pouvoir travailler plus longtemps. Lorsque Dietrich Mateschitz découvre donc la boisson dans les années 80, il comprend le potentiel à la fois du produit et de la stratégie marketing, et décide donc de laisser tomber ses dentifrices pour s'associer avec Yuvidya et lancer la Krating Daeng en Europe, traduit littéralement en Red Bull. Mateschitz et Yuvidya créent une société dédiée pour la production et la distribution, et vous connaissez le succès que leur entreprise va connaître. Elle fera de Yuvidya le troisième homme le plus riche de Thaïlande, et de Mateschitz l'homme le plus riche d'Autriche. Je ne vais pas faire une analyse détaillée de la stratégie marketing derrière le succès du lancement de Red Bull en Europe, vous pouvez aller voir la vidéo d'un créatif sur le sujet qui est toujours très bien, mais en gros, on prend ce qui a marché en Asie et on adapte. Exit les milices d'extrême droite et les tueries de masse, on élague et on ne garde que le sport et la notion de violence, de risque. Red Bull, c'est l'énergie. La promotion de Red Bull va ensuite se traduire par des investissements divers et variés dans des activités extrêmes, comme le mec qui a sauté depuis l'espace là, Felix Baumgartner, mais surtout dans le sport. Sport automobile avec le Red Bull Racing en Formule 1, du rugby avec les Newcastle Red Bulls, du cyclisme avec les Bora Hansgrohe, et même du hockey sur glace avec Salzbourg ou Munich. Et puis, bien entendu, le foot. Mais ça, j'y reviens juste après. Je voulais d'abord clarifier que contrairement à ce qu'a pu dire un créatif dans sa vidéo, le but de ces différents investissements n'est pas vraiment de créer des revenus alternatifs. C'est pas de diversifier les activités de l'entreprise à partir du sport. Le sport professionnel, quand il génère du fric, c'est en très grande majorité grâce au sponsoring de marques. Ça n'aurait donc pas de sens pour Red Bull de gagner de l'argent avec ses équipes en portant un logo Coca-Cola sur les maillots. Non, le but de ces investissements reste toujours de vendre du Red Bull, d'accroître toujours plus la notoriété de la marque et de promouvoir son image extrême, une image d'énergie et de force. La stratégie repose réellement sur le fait de créer une relation de produits dérivés entre Red Bull et le sport, au point qu'il devient difficile de dire qui est le produit dérivé de qui. Et quand on parle de sport dans le monde civilisé, entendez le monde entier sauf les Américains, difficile de ne pas penser à la suprématie du football. Et c'est bien dans le ballon rond qu'on retrouve les plus gros achats de Red Bull. On a le FC Red Bull Salzbourg en Autriche, les Red Bull Bragantino au Brésil, les Red Bull Omiya au Japon, les New York Red Bull aux USA, oui j'avais un peu menti en disant qu'ils n'étaient pas civilisés, et des participations minoritaires dans les Leeds United ou le Paris FC. Enfin et surtout, le club star des Red Bull, le RBL en Allemagne. Mais si prendre le contrôle de clubs aux States ou au Japon ça semble relativement facile, il suffit d'aligner les billets et de faire affaire entre capitalistes dégénérés bien élevés, dans un pays comme l'Allemagne, la tâche s'annonce plus ardue. Car outre-Rhin, le football est sacré. Protéger des appétits de l'industrie par une ribambelle de régulation, et la fédération allemande applique un contrôle strict poussé à l'extrême. Et malheureusement pour eux, tout ce qui est extrême, Mateschitz, ça l'excite. Le premier niveau de protection, c'est ce qu'on appelle la règle du 50+1. Le 50, c'est pour 50%, et le +1, c'est une voix de plus. C'est très simple, une équipe de foot doit être possédée à 50% et un mini pourcentage supplémentaire par son club, pour que l'association conserve la majorité décisionnelle. Pour comprendre, il faut d'abord se représenter qu'un club, c'est avant tout une association, ou une société, une entité juridique, qui va ensuite être propriétaire de licences sportives,
qui vont lui permettre de constituer des équipes. Ok, le modèle est très différent à travers le monde, mais on a à peu près le même en France et en Allemagne. Par exemple, le FC Nantes, c'est une association loi 1901, donc le club au sens juridique, qui va ensuite se faire accorder par la FFF un ensemble de licences sportives pour pouvoir engager ses équipes dans les différents championnats. On constitue alors une équipe pro masculine, une équipe féminine, les juniors, des équipes amateurs, un centre de formation. L'association contrôle tout. Mais une association loi 1901, ça ne peut pas être à but lucratif. Alors, comment qu'on fait du pognon avec tout ça ? Eh ben, on va créer une société à but commercial séparée, à qui on va déléguer la gestion complète de l'équipe pro. C'est-à-dire le recrutement, les salaires, les transferts, les sponsoring, les droits TV, bref, l'ensemble de l'organisation. Le club reste propriétaire de la licence accordée par la Fed et du nom, mais tout le reste est exploité par la société commerciale qui, elle, peut faire du profit. Et c'est cette entreprise dans laquelle vont pouvoir investir les actionnaires. Par exemple, le milliardaire polonais Waldemar Kita dans le cas du FC Nantes, qu'il a lui-même racheté à Serge Dassault, petite fierté locale. Dans ce cas, Kita possède 80% de la société commerciale, et le club du FC Nantes en possède 20%. Donc clairement, c'est Kita qui fait la pluie et le beau temps à Nantes, et en l'occurrence surtout la pluie. Quant à la part du club, elle donne droit de regard au bureau de l'association et à son président, élu par ses membres, qui peuvent être des bénévoles, des licenciés, des supporters, etc. En Allemagne donc, la règle, c'est que le club, l'association, doit garder le contrôle de cette société commerciale, pour protéger le sport des influences des entreprises privées et des milliardaires. Avec 51%, c'est le club, son bureau, qui représente donc les bénévoles, les salariés comme on a dit, ceux qui font vivre l'association, qui ont le fin mot sur ce qui est fait de leur club. C'est une vision qui permet de préserver l'aspect populaire du ballon. Le foot appartient à ceux qui le font vivre. Si on faisait comme nos voisins, ça empêcherait concrètement Red Bull de se pointer à Nantes et de faire main basse sur les Canaries de la Beaujoire en achetant une majorité de parts. Alors que là, ils peuvent, et je comprends pas ce qu'ils attendent. Tout ça est bien beau pour les supporters, mais moins pour Dietrich Mateschitz. Notre milliardaire, il la veut son équipe en Bundesliga. Et comme il peut pas prendre le contrôle d'une grosse équipe, son cerveau d'entrepreneur fait ce qu'il fait de mieux et cherche une manière de jouer avec les régulations. L'actionnaire ne peut pas supplanter le club qui doit rester majoritaire, alors le plan B le plus logique, c'est de prendre le contrôle du club. Mais c'est pas si simple de se pointer dans des associations puissantes et séculaires, contenant souvent des centaines voire des milliers de membres, pour les grands remplacer un par un. Non, le mieux, ce serait de repartir de zéro, de créer un club de A à Z, une structure associative complètement sous contrôle de Red Bull, et de lancer sa propre équipe. Et quand je dis sous contrôle de Red Bull, on va tout verrouiller dès le début. Restreindre les membres à quelques dizaines de cadres, tous issus de l'entreprise, et bloquer les potentiels intrus via un processus d'adhésion opaque et complètement inaccessible au grand public. Impossible de rejoindre cette mystérieuse association. Bon, on a notre structure de gouvernance, maintenant il va falloir créer le foot. Après une brève enquête marketing et sportive dans les différents lenders de Merzland, Mateschitz jette son dévolu sur Leipzig. La grosse ville de 500 000 habitants est en effet une anomalie footballistique. Malgré la taille du vivier de supporters et sa culture sportive, la métropole n'a pas eu d'équipe professionnelle depuis des décennies. Jouant anciennement à haut niveau en Allemagne de l'Est, les clubs historiques n'ont pas réussi à se tailler une place nationale après la réunification. Il y a donc un vide, et Dietrich a horreur du vide. Ce sera parfait pour lancer son petit projet. C'est ainsi qu'est fondé en 2009 le RB Leipzig. RB étant évidemment une référence à, non, pas Red Bull, mais Rasenballsport. Parce que oui, c'est aussi interdit de donner un nom d'entreprise à un club pour des raisons publicitaires. Alors Dietrich, il a fait le malin en inventant ce mot, que par ailleurs personne n'utilise en Allemagne, qui signifie littéralement sport de balle sur gazon, mais dont les initiales ne trompent personne. Et hop, une deuxième régulation de contourner. On a donc une gouvernance, une ville, un nom, l'aventure peut commencer. Notre club fraîchement créé devrait donc se voir accorder, comme pour tout nouveau club, une licence sportive en Kreisklasse, c'est-à-dire le plus bas niveau des ligues amateurs. Voilà qui crée une petite frustration pour Mateschitz. En termes marketing, quand on parle de Red Bull extrême, le Red Bull des milices thaïlandaises, ça fait clairement une descente en pression de jouer en 11e division. Et comme on ne peut grimper que d'une division par an, peu importe l'argent injecté, il va falloir minimum 10 ans avant d'atteindre la Bundesliga, le plus haut niveau du championnat allemand. Alors, il va falloir de nouveau être rusé et lancer notre troisième contournement. Red Bull va toquer à la porte d'un petit club de la banlieue, le SSV Markranstädt, dont l'équipe A évolue en 5e division. Une licence sportive qui intéresse le RBL. Mais là encore, Hans protège jalousement son football. Il est strictement interdit de racheter la licence d'un autre club. Ah, es ist die Vorschrift. Ich kann leider nicht machen. Mais Hans, si on ne peut pas s'échanger les licences, comment on fait si ma structure fait faillite mais qu'on veut assurer la continuité des championnats? Comment je continue à faire jouer mon équipe? Ah, keine Sorge. Nous avons un super système qui n'implique pas d'argent, le Spielrechtübertragung. Le Spielrechtübertragung, littéralement transfert du droit de jouer,
permet, comme son nom l'indique, de transférer temporairement le droit de jouer, la licence sportive, à un autre club si les conditions sont réunies. Mais attention, sans pouvoir directement vendre la licence de manière permanente contre de l'argent. La voilà notre solution. Le SSV Markranstädt va tout simplement céder sa meilleure équipe au RB Leipzig, avec en apparence aucune contrepartie, puisque c'est interdit. Cadeau pour Dietrich. La réalité est évidemment différente, et encore une fois, on contourne les régulations. Red Bull approche le petit club avec un deal. Contre une forte somme d'argent, vous nous prêtez pendant un an votre équipe, vos joueurs, vos entraîneurs, vos infrastructures, votre stade. Pendant tout ce temps, l'équipe entière devient une sorte de sous-traitant pour le RBL. C'est ici légal de payer, puisqu'on n'achète pas la licence, mais un service. Ensuite, une fois qu'on a ficelé tout ça, RBL dépose une demande de transfert de licence temporaire auprès de la fédération régionale. Parce qu'en choisissant une équipe en 5ème division, donc en Oberliga, Red Bull s'assure que le transfert soit validé par la fédération régionale, beaucoup plus souple que la nationale, qui gère les transferts dès la division juste au-dessus, et qui est bien plus regardante. À la fin de la saison, le RBL restitue les assets physiques au SSV Markranstädt, conserve une partie de l'équipe, et formule une demande en son nom pour une licence à part entière. Et peut ainsi justifier, d'après le principe de continuité sportive, parce qu'on va pas faire jouer une équipe qui était en 5ème à 11ème, d'une entrée directement en Oberliga. Et donc Veski la honte de la 11ème division. À partir de là, notre club fantôme a fait un beau bras d'honneur à la fédération. Monté à partir du néant, mais ayant stabilisé sa structure, son financement et sa licence, l'équipe va gravir chaque année les échelons du foot allemand, pour finalement atteindre la première division de la Bundesliga en 2016, à grands coups de dizaines puis centaines de millions d'euros. Une ascension explosive qui, comme on l'a dit, ne passe pas inaperçue auprès de la population, et qui d'ailleurs ne passe pas tout court. Dès les débuts, les premières rencontres avec les équipes locales sont annulées pour débordement de violence, tant la haine est immédiatement viscérale pour cette équipe. Comme on va de le voir assez largement, le RBL est alors le symbole par excellence de l'appropriation du football par le fric. Mateschitz a pris un sport qui fait vibrer les masses populaires depuis des siècles, en a créé une réplique quasi identique en contournant toutes les protections, et a propulsé sur le podium un club zombie, complètement détourné de son objectif initial. On ne cherche même plus à faire du fric avec du football en vendant de la publicité, on fait du football pour faire de la publicité, et rien d'autre. Donc oui, Red Bull est un faux club, parasité par le fric, c'est ce que tous les supporters disent. Mais d'un regard extérieur, mon regard extérieur, tout le football aujourd'hui me semble d'abord être une affaire de fric. Alors, la question qui arrive immédiatement après, qu'est-ce qui nous permet de dire que les autres clubs sont encore des vrais clubs ? Parce que oui, si on parle de faux club, en opposition à un vrai club, il va bien falloir se demander ce que c'est. Si c'est la thune le problème, ça fait un moment que le capitalisme a investi l'ensemble des équipes professionnelles. Elles ont toutes des sponsors, des héros Qatar Airways tatoués sur le front des joueurs, et les milliardaires polonais n'investissent pas dans le FC Nantes pour l'amour de la Beaujoire. Le foot, il s'organise autour du fric. Et évidemment, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une critique qui est adressée au foot depuis un moment désormais. L'ère de la télévision a vite transformé le succès des grands tournois de foot en un vaste business de sponsoring, et les intérêts patronaux ont rapidement pris le dessus sur les aspects populaires du sport. C'est d'ailleurs quelque chose qui est déjà décrié dans le film Coup de tête, sorti en 1979, où Patrick Devers campe un joueur talentueux mais sacrifié comme bouc émissaire par son club pour protéger le joueur star de l'équipe qui a commis un viol. Quand par un hasard du destin, il retrouve le succès sportif et porte son équipe jusqu'au championnat de France, les sponsors, les entreprises, tous passent l'éponge sur le passé et les accusations qui lui étaient portées. Après avoir joué les bons élèves, Devers finit évidemment par se venger de tous ces traîtres de riches dans une scène mémorable. Bon ok, je vous spoil le film, mais il est sorti il y a plus de 50 ans, donc voilà. Et si je cite ce film, c'est pas parce que j'ai la même coupe que Devers, mais bien pour illustrer que la présence de l'argent dans le foot, c'est pas nouveau, ça date de l'époque où le sport s'est professionnalisé. Parce que par définition, pour être professionnel, il faut pouvoir tirer un revenu du sport. Et c'est aussi ça qui a permis de faire de la pratique du sport quelque chose de populaire, et non plus réservé aux aristocrates qui avaient le temps de faire du polo. Et oui, il faut bien s'occuper quand on hérite. Des élites qui étaient d'ailleurs les premières opposées à cette professionnalisation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo de Oui d'accord sur le sujet, qui est aussi très bien. L'argent, ce n'est donc pas la principale différence, puisqu'il est déjà partout dans le foot. Selon Forbes, la valeur moyenne des 30 plus grosses équipes de football européennes était de 2 milliards d'euros en 2024, avec des revenus dépassant les 100 millions annuels pour les plus grosses équipes. La différence, c'est que d'après ses détracteurs, les Red Bull Leipzig n'ont pas de tradition, pas d'engouement populaire, ils n'ont pas d'histoire, ils n'existent donc que pour l'argent. Pour les vraies équipes, il y avait d'abord le foot, l'argent est venu ensuite. Chez le RBL, on a commencé par l'argent, l'esprit du football n'est pas là. Alors moi, l'esprit du football, j'ai beaucoup de mal à communiquer avec lui, n'étant pas footeux de naissance, et du coup, pour m'expliquer tout ça, j'ai appelé à l'aide une collègue youtubeuse qui fait un travail absolument formidable sur sa chaîne, avec des analyses de sujets de société, mais aussi des formats vlog-reportage sur le foot. Donc, chère Aléa, puisqu'on parle de faux football, c'est quoi le vrai football ? Ok, c'est un grand sujet, donc on va essayer de faire
très simple. Le foot populaire, c'est pas seulement le foot qui arrive à rentrer le plus de monde dans son stade, c'est surtout celui qui arrive à les faire revenir. Et dans ces stades, la population qui s'y retrouve, c'est essentiellement des personnes des classes populaires. On va vraiment revenir à l'essence de ce qui fait que le foot est populaire, c'est les gens qui se rassemblent dans un stade pour le regarder. Et en gros, le stade, l'expérience du stade, on dirait aujourd'hui, c'est des gens qui viennent, essentiellement des hommes, même si c'est un peu plus nuancé que ce qu'on pense, quand on va vraiment au stade, on s'en rend compte, qui vont voir depuis qu'ils sont gosses l'équipe de leur ville ou de la ville d'où ils viennent. Et ils y vont parce que leur père ou quelqu'un de leur famille les y amenait, et plus tard ils y amèneront leur propre enfant. Pour les gens pour qui c'est un vrai moment de venir au stade, tu te contentes pas de juste venir regarder le match, tu te retrouves un petit peu avant avec des amis, de la famille, à la buvette du stade. Et quand t'as baigné là-dedans, quand t'es ado ou jeune adulte, tu commences à te rapprocher des copes ultra pour essayer d'aller vivre des émotions un petit peu plus intenses. Tu t'y fais des nouveaux potes que tu croises chaque semaine, et c'est comme ça que tu finis par revenir plus vieux avec, dans les murs du stade, plusieurs couches d'époques, de souvenirs qui ont vu des joueurs et même des dirigeants passer alors que toi, t'es encore là. L'immense question en tant que club, c'est comment réussir à assurer cette continuité dont je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, le foot, il a changé. Le football, il a changé. Le prix des places, il a augmenté. Les jeunes, aujourd'hui, ils en ont un peu rien à foutre de leur club local. Parfois, ça joue le maintien en Ligue 1, voire ça joue en Ligue 2. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rêver du Real et du Bayern, quoi. Ils veulent des matchs de Coupe du Monde et de Ligue des Champions tous les week-ends. Bref, ils veulent le top du top parce qu'on leur donne une illusion que le meilleur est hyper accessible. À côté, payer 20 balles pour aller voir un Angers-Le Havre un soir de février, ça les attire un peu moins s'ils ont pas déjà un lien qu'un petit C avec de la famille ou des amis pour y aller. Et du coup, si on parle du Red Bull Leipzig, en fait, tous les clubs, ils sont confrontés à cette même problématique. Comment gérer un stade pour en garder l'ambiance, la tradition qui fait que les anciens continuent à venir, ce que Leipzig n'a pas, et c'est tout le sujet. Parce que même des clubs qui sont rachetés et qui n'ont pas une grande base de fans, ils peuvent au moins construire là-dessus. Et deuxièmement, comment continuer à attirer un nouveau public, essayer de le fidéliser. Tous les clubs n'ont pas une grande histoire non plus, c'est pour ça d'ailleurs que les clubs qui en ont une, ils valent plus cher en général. Et tout le défi, c'est de trouver un point d'accroche avec les gens du coin pour leur donner envie de venir. Pour un petit exemple, la Ligue 1 en France, c'est une moyenne de 27 000 spectateurs qui viennent chaque semaine dans les stades. Il y a 8 matchs par semaine. Je crois que c'est à peu près 10 000 de moyenne dans les stades de Ligue 2. Soit à peu près 300 000 personnes en France qui, chaque semaine, vont voir des matchs dans les stades. Et on compte pas les Coupes d'Europe et les Coupes de France qui ramènent aussi du monde. Oui, mais du coup, à qui on va s'adresser? Et c'est là où ça devient intéressant. Bon, aujourd'hui, c'est un fait, les clubs, ils visent de plus en plus les classes moyennes plus que les classes populaires. Les places les moins chères, c'est avec les ultras, encore heureux, ou dans les places les plus lointaines ou avec la moins bonne visibilité. Et je vais vous faire un petit point géographie de stade, parce que oui, il y a une géographie dans les stades. Alors, ce que vous voyez là, juste derrière les buts, c'est l'endroit où, la plupart du temps, on retrouve les ultras. Il y a un héritage des hooligans, mais c'est plus exactement ça, vraiment, on se calme. S'il y a encore un petit peu l'esthétique capuche, foulard, écharpe, et chant d'insultes, oui aussi. C'est surtout des associations, des gens qui se retrouvent pour passer le match debout, et c'est eux le poumon du stade, parce qu'ils passent 90 minutes à chanter non-stop, il y a même les capots, des mecs qui passent en général le match torse nu à ne même pas regarder le match, juste pour donner les chants à suivre aux ultras. C'est des associations, ils ont des drapeaux, tout ça, voilà. Eux, ils payent en général des abonnements à l'année. À l'opposé du stade, on trouve en général le parkage. C'est là où on trouve les supporters de l'équipe adverse qui font le déplacement pour venir voir le match. Donc, en général, les plus motivés à le faire, c'est les ultras. Et on les met dans des cages pour éviter qu'ils jettent des trucs sur les autres. Ensuite, on a les latérales, où il y a aussi des abonnés, mais c'est des endroits un petit peu plus familiaux. Les places à côté du parkage sont en général les moins chères, parce que du coup, t'as pas l'ambiance des chants de ton club, mais t'es un petit peu parasité par les chants des supporters adverses. Et de ce côté-là, là où il y a les bancs avec tous les joueurs, les entraîneurs, on trouve en général les places les plus chères, le carré VIP ou carré présidentiel, tout simplement parce que c'est un petit peu considéré comme la bonne vue du stade, parce que c'est là où sont posées les caméras qui vont retransmettre le match à la télé, et là où vont s'aligner les joueurs avant de commencer. Bref. Il y a aussi souvent des bars et des accès VIP encore plus privés, des endroits que tu peux privatiser pour venir dans des box entre potes. La gamme de prix monte. Et si vous avez bien suivi, c'est ces places les plus chères où on va en fait avoir le moins d'ambiance. C'est comme si tu payais pour être un petit peu plus tranquille et regarder pépère sans être perturbé par tous ces gens qui crient. Si je vous parle de ça, c'est parce que sans surprise, ces places-là sont de plus en plus poussées en avant avec des expériences premium, des écharpes qui peuvent être offertes en plus, un verre gratuit, un accès privilégié au fameux bar dont je vous parlais. Là, si vous connaissez rien, vous vous dites mais c'est Hunger Games, le truc, c'est classifié en stratification de classe sociale où ça se mélange pas. C'est peut-être un peu vrai.
En tout cas, les places tranquilles sont de plus en plus promues par les clubs parce qu'ils se basent sur ces populations qui peuvent mettre un petit peu plus la main au porte-monnaie, que sont les classes moyennes, et qui viennent juste pour avoir une expérience de divertissement. Parce que le foot, c'est un business et ils ont déjà tellement pressé les classes populaires à vendre des maillots. Aujourd'hui, c'est combien ? C'est plus de 100 balles un maillot, qu'évidemment, les classes populaires complètement accros au club vont quand même acheter, mais ils se rendent bien compte qu'il y a des limites à ce porte-monnaie disponible là. C'est pour ça qu'ils draguent de plus en plus les classes moyennes en leur proposant des expériences qui correspondent un petit peu à leur mode de vie. Et cette expérience, elle comprend l'animation créée par les associations de supporters et d'ultras. Parce que si tu les enlèves, bon, c'est sympa, mais t'entends un peu les mouches voler. Et les clubs ont tout intérêt à les garder et à les valoriser dans le club, parce que c'est eux qui font que le reste du stade a envie de venir aussi pour vibrer. Avec ces mecs qui chantent là. Tout le stade avec nous, tout le stade avec nous. Et ouais, c'est ça, aux armes et tout là. C'est eux, ils lancent ça. Sinon, il n'y a pas. Hein. Et cette différence entre classe moyenne et classe populaire dans les stades, elle grandit. Est-ce que je suis en train de dire par là, Alcide, que t'as un bourge d'avoir kiffé les Leipzig Attends, j'ai pas réfléchi à ça. Mais à la fois, je comprends que t'es apprécié parce que l'expérience est faite pour être agréable. Et je vous donne maintenant 3 petits exemples d'ambiance et de gestion de stades différentes que j'ai pu observer. Je commence par un club que j'adore, le Red Star FC. Un club de région parisienne du 93 à Saint-Ouen pour être très précis. Et le club tient vraiment à cette image. Et surtout, il amène avec lui une énorme culture de gauche. Parce que Red Star, bah oui, ça fait référence au communisme. C'est un club dont les ultras sont aujourd'hui extrêmement engagés politiquement. Je pense que c'est le club en France le plus orienté à gauche, avec des tribunes et le stade même qui sont au nom de résistants de la Seconde Guerre, et j'ai pu entendre à des mi-temps des chants comme Free Palestine. Un club qui se veut à la fois populaire et inclusif, qui joue actuellement en Ligue 2, qui a connu un passé où il jouait régulièrement en Ligue 1, même si ça remonte un petit peu, et le club a une immense réputation de bobo. C'est, je pense, le seul club où j'ai vu des sandwichs merguez VG, oui. Mais c'est aussi un des clubs où, honnêtement, le stade est toujours blindé, avec un collectif d'ultra hyper engagé, hyper bruyant, ce qu'ont pas forcément tous les clubs de Ligue 2 pour le coup, et où le parvis devant le stade est organisé d'une manière vraiment, je sais pas comment dire, mais sympa, c'est couvert, et à chaque fois que j'y suis allé, j'ai trouvé que c'était hyper facile en fait d'échanger avec les gens là-bas. Deuxième ambiance dont je voulais parler, c'est celle du Paris FC. Je les ai beaucoup vus l'année dernière, parce qu'en fait c'est un club qui est hyper vieux, mais qui a jamais réussi à attirer avec lui une histoire. Ils évoluent dans les bas classements depuis des dizaines d'années. À la base c'était le concurrent un petit peu du PSG, ils étaient nés d'une scission, en fait c'était le même club à la base. Aujourd'hui ils ont été rachetés par le fameux Red Bull, comme quoi on y revient. Ils évoluent en Ligue 1, ils ont un plus beau stade qu'avant, et ils sont vraiment dans ce moment où ils essayent de se construire une histoire. Ils essayent d'ailleurs d'être le club des banlieues. Ils ont fait des collabs avec Nino sur leur maillot. Je crois que ça va être dur niveau stratégie marketing de mettre ça dans la tête des gens quand ton stade il est dans le 16e et que t'as déjà le Red Star qui existe, qui a une image de banlieue un petit peu plus marquée. Je trouve que c'est un club extrêmement intéressant aujourd'hui, parce que comme vous le voyez, il y a différentes choses qui s'y passent. Des ultras assez engagés, mais à la fois un stade sans ambiance, qui essaye de se construire, qui a des gros investisseurs qui arrivent. Enfin voilà, c'est un club et un stade qui se cherchent encore. Le dernier exemple dont je voulais vous parler, c'est un autre club de Ligue 1, c'est le TFC. Le Toulouse Football Club, parce que j'ai été très étonné de l'ambiance là-bas. C'est un club qui appartient à des propriétaires américains, et honnêtement, ça se ressent. Il y a des très bons ultras là-bas, vraiment. Il y a un parvis autour du stade avec des tables où tu peux te poser, plein de bars avec des spécialités régionales, ou des stands qui sont un peu des succursales de bars hyper connus du centre-ville. Mais ce qui m'a étonné, c'est que tu peux commander tes billets via des QR codes pour que quelqu'un vienne te les livrer directement à ta place. Qu'il y a des gens avec des bidons de 10 litres de bière sur le dos qui se baladent, et qui peuvent te servir directement, et tu payes au TPE. Des stades, ça m'a extrêmement surprise. Parce que oui, des fois, les files d'attente pour aller chercher tes frites, il y a du monde et c'est chiant et tu risques de louper quelques minutes du match. Mais c'est aussi l'endroit où tu vas croiser des gens. Et supprimer cet intermédiaire en prenant des gens qui sont, pour la plupart du temps, des jobs étudiants, les mettre dans des conditions de travail comme celle-ci, c'est déjà dur en plus pour avoir connu plein de gens qui faisaient les bars. Les rendre encore plus durs, je trouve ça tellement américain comme façon de faire, que j'ai pas aimé, ça a gâché, moi personnellement, mon expérience de ce que je vivais. Et on sent qu'il y a une espèce d'influence d'école de commerce, que tous les gens qui sont dans le stade sont pas impliqués dans ce qui se passe dans le match, qui fait que c'est peut-être un petit peu moins populaire. Et en même temps, le sport populaire dans le sud-ouest, c'est le rugby. Surtout à Toulouse. Et sur cette ambiance à Toulouse, j'ai fait une petite vidéo un peu particulière parce que c'est un format striptease où je suis allé filmer des gens dans leur quotidien. Et la vidéo se finit au fameux match dont je parle au TFC. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment, j'avais envie de m'amuser sur un format un petit peu différent pour changer. Je peux aussi vous parler de certains matchs de Ligue 2 belge où franchement l'ambiance c'est Jupiler à fond et DJ qui balance de la mauvaise Eurodance pendant 1 heure avant le match. Ambiance vraiment très sympa, je recommande.
Mais on va s'arrêter là, je pense que vous avez très bien compris comment les différents choix peuvent influencer sur l'ambiance, l'identité même d'un club et quelle personne tu vas y attirer. Je prétends pas tout savoir des stades. Il y a un biais hyper subjectif, ce qui fait qu'on aime ou pas l'endroit, suivant le lieu où est situé le stade par rapport à la ville. Les gens autour de nous, à la place qu'on a choisie, et surtout, le déroulé du match qui influe totalement sur l'ambiance. Clairement, un match où l'équipe à domicile perd sur un 1-0 claqué, forcément l'ambiance est pas dingue comparé à un match où, dans les 10 dernières minutes, les actions s'enchaînent, tout s'enflamme pour arracher une égalisation inespérée, voire la victoire. Et on va pas se mentir, on peut faire tout le marketing du monde, ce qui fait que les gens décident de revenir, c'est les bons résultats. Parce qu'il y a des actions de fou sur lesquelles on vibre, d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui se lèvent et qui crient en même temps, fait que tu sens que t'es en train de vivre un moment unique que tu peux retrouver nulle part. Ce qui est beau, c'est cette relation un peu toxique en fait, qui fait que quand ça va mal, bah t'as envie, t'espères revoir ce moment qui nous fait des souvenirs en commun, tissés dans les couleurs du maillot de la ville, avec des gens autour de toi. Parce que c'est ça qui fait du lien. Et je pense que sincèrement, ça, il y a quelque chose de beau. Parce que plus tu plonges dans cette culture qui est transmise par les gens directement, au-delà du marketing, plus tu découvres des aspects différents à ce que tu pensais à la base être juste 20 mecs qui courent après un ballon. On parle vraiment du plus gros divertissement en France, et je parle pas de télé, encore une fois, je parle vraiment de physique, de gens qui se déplacent. Et on l'oublie beaucoup trop souvent quand on parle de football. Ce qu'on voit donc, c'est que malgré tout le fric, Red Bull n'aura pas été capable pour l'instant de recréer ça. Ils n'ont créé qu'un club zombie, une coquille vide qui a toute l'apparence d'un club, mais qui n'en est en réalité pas un. Et c'était là l'histoire que je voulais raconter. L'appropriation par l'argent d'une passion qui appartenait à tous, un club en plastique sans ferveur populaire, détourné de sa fonction première pour n'être qu'un sport d'homme sandwich. Là, normalement, je voulais reboucler avec le morceau de rap un peu chelou du début, vous dire mais regardez le reste des paroles, durch diese Pfosten erkennen wir unser Spiel nicht mehr. Kein Spielzeug von nem Milliardär. Doch ihr zerstört Existenzen nur für euer Marketing. Bleibt das Produkt unser Feind Nummer 1. Bref, de montrer que malgré son ambiguïté et sa violence, le combat contre les Red Bull Leipzig est avant tout un combat social, des milieux populaires qui refusent de laisser prendre la balle par l'adversaire. Normalement, j'aurais mis une petite musique et conclu en posant l'affaire comme un symbole de comment le capitalisme s'approprie toute forme de culture par le processus de marchandisation. Mais j'ai eu un problème. Et ce problème, c'est que je suis allé sur le terrain. Et en tant que non-footeux de naissance, quand je suis allé au stade à Leipzig pour voir cette fin de saison Francfort-RBL, j'ai été agréablement surpris. T'es un bourge d'avoir kiffé Leipzig. J'ai presque trouvé ça mieux que les matchs Pau-Caris terminant inlassablement en baston général au stade de Touba à Thessalonique. Et alors que mon script me semblait de plus en plus évidemment incomplet, j'ai commencé à me demander s'il était possible qu'au fond, le faux ne puisse pas être un peu mieux que le vrai. Et j'ai là mis le doigt dans un engrenage dont je ne suis toujours pas sûr de m'être totalement dépêtré. Au match, j'ai été surpris par pas mal de choses. C'est sûrement en partie dû au fait que c'était l'équipe féminine qui jouait, mais pas que. Côté Eintracht Francfort, il y avait l'ambiance supporter. Les tambours, les drapeaux, les chants, ça y allait comme il faut. Mais les tribunes RBL, bien qu'à peu près remplies, étaient beaucoup plus calmes. Il y avait des femmes, beaucoup d'enfants, des personnes âgées, un peu de tout, les gens du coin qui venaient partager un moment autour d'un bretzel et d'une bière. Bon, certes, ça buvait aussi du Red Bull Pression, mais il y avait des Würstchen vegan, on sentait un réel désir d'inclusivité. Finalement, le club avait tout en apparence d'un tiers-lieu, où chacun vient avec sa différence. La question d'être accepté ou non ne se posait même pas. Alors que moi-même, je me suis jamais senti vraiment à ma place quand j'allais au stade, dans un pays et une ville que je ne connaissais pas, j'avais pas l'impression d'être un intrus. Si vous avez vu la vidéo sur Starbucks, vous savez qu'un tiers-lieu perd de sa substance s'il cherche à monétiser le lien social. Mais l'effet reste là. Sans violence, sans atmosphère viriliste, l'ambiance est bien plus décontractée. Et pour mon cas précis de jeune bobo, d'ailleurs plus si jeune, j'ai trouvé ça plus sympa et accessible. Et au vu de la fréquentation, l'ensemble de la société qui n'est pas un hooligan bourré semblait être d'accord avec moi. Le faux était finalement mieux que le vrai. Moins sale, plus poli, plus acceptable. Le simulacre était moins ambigu que l'original. Et en fait, il se trouve que c'est tout à fait normal et attendu. Le simulacre est par définition plus acceptable que le réel. Mais puisqu'on parle de simulacre, il faut évoquer l'homme qui a particulièrement étudié ce sujet, Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, c'est un philosophe 68ard, abreuvé de Bourdieu et de Philippe Cadic, spécialisé dans la sémiotique, c'est-à-dire l'étude des signes, de la manière dont nous interprétons les éléments verbaux et non verbaux pour créer du sens. C'est ce domaine de réflexion qui va l'amener à publier un ouvrage entier sur le thème du simulacre,
intitulé Simulacres et simulations, où il va développer une théorie sur les différents niveaux de l'image, de la représentation. Le point de départ de Baudrillard, c'est que la réalité est généralement quelque chose de tangible, mais de difficilement accessible, et que pour l'apercevoir, l'organiser dans notre petit cerveau de primate à pouce opposable, nous en formons une image, une représentation. Dans le cas de notre équipe de foot, il y a une réalité qui se compose d'une multitude d'éléments, un stade, des joueurs, des maillots, des couleurs, des règles, certes imaginaires, mais qui sont concrètes. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. On a des rencontres où le public vient gueuler dans les tribunes, le fameux esprit du football dont nous a parlé Aléa, bref, tout un ensemble d'éléments réels que notre cerveau va interpréter par ses perceptions et le langage sous une forme cohérente, une image de ce qu'est le football, de ce qu'est le club. Ce premier niveau n'est pas vraiment en soi un simulacre, c'est simplement une image qui cherche à être fidèle à la réalité qu'elle représente. Puisque nous sommes limités par nos perceptions et par la recherche de la création de sens, nous déformons déjà un peu la réalité en essayant de la conceptualiser, pour créer cet ensemble club de foot qui nous permettent d'appréhender ce qui se passe matériellement devant nos yeux. Cette image va se transformer en simulacre lorsqu'elle ne vise plus à représenter la réalité, mais à la masquer et à la dénaturer. Un club de foot normal, c'est une représentation certes, mais qui tente de décrire la réalité. Une organisation visant à produire du sport et de l'émotion, partiellement appropriées par des logiques mercantiles dans un objectif de financement, qu'on ne cherche d'ailleurs pas vraiment à cacher, elles font partie de l'environnement mental du sport. Dans le cas du RBL, en revanche, nous avons affaire à un simulacre, car la représentation qui nous est proposée, la même encore, celle d'une organisation visant à produire du sport et de l'émotion, n'est pas fidèle à la réalité du projet, qui est avant tout une opération commerciale faisant partie d'une stratégie de marketing. La représentation devient simulacre parce qu'elle ment, qu'elle nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Elle dénature la réalité. Et un effet secondaire de ce simulacre, c'est ce dont je viens de parler. Cette réalité plus agréable pour les non-footeux. On crée une nouvelle image du football. Populaire, mais moins testostéroné, moins agressif, plus consensuel. Une image qui sert les intérêts de la marque d'abord, mais également ceux d'une partie de la population, les non-puristes, qui y trouvent une image de la réalité plus facile, plus acceptable. On se débarrasse de l'ambiguïté du réel. Je me suis fait la remarque que c'est justement cette même ambiguïté qu'on retrouve dans un certain nombre de débats de gauchistes tard l'époque sur Twitter, quand une certaine frange parlait par exemple de muscu, de virilité ouvrière, ce qui déplaisait franchement à une autre partie de la gauche. Ces signes sont pourtant ceux d'une réalité propre à au moins une partie des classes populaires, mais dont on aimerait qu'elle n'existe pas, car trop ambiguë, trop en clash avec d'autres idéaux de la pureté militante. Certains militants aimeraient défendre des classes populaires fantasmées, dans une image délestée de ses aspects plus violents et plus sombres, beaucoup moins ambigus et plus faciles à aimer, mais dans le fond, volontairement dénaturés. Et c'est justement là que Baudrillard voit une des racines du simulacre. C'est ça qui facilite l'emprise du late stage capitalism, du capitalisme tardif, sur toujours plus de pans de la réalité. Nous acceptons qu'il en prenne possession, car il les travestit pour les rendre plus acceptables, plus lisses, plus propres. Nous choisissons délibérément le simulacre, parce qu'il est moins ambigu. Les Red Bull Leipzig, en créant un magnifique simulacre de football pour des raisons marketing, ont créé par là même une image plus acceptable que l'objet qu'ils simulent. Et si pour un non-footeux de naissance comme moi, ça semble pas si grave, ça semble être que du foot et du fric comme d'habitude, il apparaît tout de même qu'on ait perdu ici quelque chose, qu'on ait détruit irrémédiablement un petit bout de réalité en le détournant dans un processus irréversible. Et c'est pour ça que les réactions sont aussi violentes. Parce qu'en attaquant cette ambiguïté, on s'attaque à la réalité de millions de personnes, de classes populaires qui sentent leur passion leur échapper. Et par continuité, on s'attaque à leur propre réalité, elle-même ambiguë. Une ambiguïté qu'on retrouvait d'ailleurs dans le morceau de rap du début, où certaines revendications sociales et anticapitalistes pourraient vraiment plaire aux électeurs parisiens du NPA, tout en tirant au même des haut-le-cœur de dégoût sur les couplets plus violents et leur vocabulaire fascisant. Le monde est ambigu par définition, et nous nous réfugions dans une représentation distordue parce qu'elle nous est plus douce. Mais ça reste encore du simulacre soft, où l'on reste dans les deux premiers niveaux de la représentation. Parce que oui, si on commence à parler de Baudrillard, dont j'ai volontairement évité de vous présenter la pensée trop en détail, il va falloir qu'on s'enfonce plus profondément, dans un monde de symboles et de représentations, pour découvrir les niveaux 3 et 4 du simulacre. Les Red Bull Leipzig, club zombie créé par un ogre cynique dépourvu de passion, ne sont que la face émergée d'un iceberg dans lequel on peut progresser encore plus. Pour s'enfoncer plus profondément dans ce que Baudrillard appelle l'hyper-réalité, je vous propose de voir ça ensemble dans 2 prochains épisodes qui sortiront sur la chaîne pour former une petite trilogie avec cet épisode sur Red Bull. Ces épisodes pourront se regarder indépendamment, avec des sujets et des angles d'approche complètement différents, pour cerner petit à petit la nature de l'hyper-réalité.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Mille merci à Aléa d'avoir bien voulu y participer. Allez la suivre un peu partout, elle fait un travail de fou. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à créer des interactions, le like, le nouveau truc des boosts, les partages, abonnez-vous aussi, cliquez sur la vidéo suggérée qui apparaîtra ici. Bref, tout ce qui est de la diffusion. Et puis si vous voulez soutenir ma motivation, bien sûr, laissez-moi un commentaire, c'est toujours ça qui me fait le plus plaisir. A très vite pour les épisodes 2 et 3 de cette mini-série sur l'hyper-réalité. N'oubliez pas de nettoyer vos verres de lunettes et de bien regarder la réalité en face. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Allez, à plus. Horrible, le truc comme ça de youtubeur. Normalement ça c'est goulag.